Bonjour à tous, donc je suis Rémi Foult, je suis trésorier chez Ethereum France. Et du coup, je vais donc merci d'abord à Mazar de nous accueillir dans leurs locaux pour ce meet-up Les Amis d'Ethereum France. Donc c'est la 12e édition, donc organisée par l'association Ethereum France. Donc je vais présenter rapidement l'asso et ce qu'on y fait. Donc on est une association à but non lucratif, non-profit, dont le but est d'éduquer et de promouvoir les blockchains et en particulier Ethereum. Et du coup, dans ce cadre, on fait plusieurs actions. Donc, on organise des événements communautaires comme ce meet-up. Donc, on organise environ un meet-up par mois. Et aussi, vous devez être au courant, on organise une grosse conférence en juillet à Paris sur Ethereum qui s'appelle ETHCC, Ethereum Community Conference. Donc, c'est une conférence qui, par le passé, accueillait 2000 personnes, mais on a été un peu victime de notre succès. Donc, cette année, il y a 4000 places. Donc, si vous n'avez pas encore de ticket, ne désespérez pas, car il y aura encore un batch de vente le 1er juin. Et cette fois-ci, les batchs ne partent plus en 30 secondes comme c'était le cas avant, mais bien en 2 semaines, comme ça a été le cas du dernier batch. Donc, ne vous inquiétez pas. Et cette année aussi, du coup, on sera sur 2 lieux au lieu d'un. Et donc, il y aura beaucoup plus de tickets. Ah oui, il y aura aussi une journée de plus, donc 4 jours au lieu de 3. Et autour de ça, il y a aussi la ETHCC Week, donc qui dure 10 jours, avec plein d'événements et de side events autour de cet événement. On fait aussi des publications techniques, donc du coup autour d'Ethereum. On publie des articles, enfin on traduit des articles techniques, donc comme par exemple le Yellow Paper d'Ethereum. Et on finance aussi des initiatives open source ou d'étudiants autour d'Ethereum. Donc voilà pour l'association. Et du coup, je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde autour de la finance dans le Web3. Donc il se trouve qu'on devait avoir 3 personnes. Il y a une personne qui a eu un heureux événement, donc qui n'a pas pu se joindre à nous. Donc du coup, je vais poser les questions et je me permettrai aussi d'y répondre en tant que trésorier d'Ethereum France, d'apporter une perspective un peu associative. Voilà. Donc je vais demander à nos 2 participants, donc Oumar et Léo, de se présenter, de dire un peu quel est leur parcours et ce qu'ils font aujourd'hui en tant que CFO dans une boîte Web3. Donc peut-être Oumar, tu peux commencer. Bonjour à tous. Est-ce que le micro marche déjà? Hello. Est-ce que ça marche? Ok, est-ce que vous m'entendez ou pas? Ok, super. Donc effectivement, donc Léopold, je suis le CFO de Comet. Mon parcours, il n'a pas du tout commencé dans le Web3. Moi, je suis un TradFi natif. Mon parcours, il a commencé parmi ces tours. Il y a plusieurs années, j'étais chez Deloitte. J'ai fait de l'audit pendant plusieurs années pour des business traditionnels, sociétés CAC 40, PME émergentes, etc. Et s'en est suivi une expérience en fintech où là, je suis passé du 40e étage de la Tour Majunga à Station F. Donc j'ai lâché les costumes pour mettre les baskets et j'ai accompagné pendant 2 ans une fintech qui avait l'ambition d'une part d'automatiser la saisie comptable et d'autre part de l'emmener sur la blockchain. Donc il y avait des émergences Web3 à l'époque dans ce projet-là. Finalement, pour les sachants que vous êtes dans la comptabilité, automatiser la compta, c'est déjà un gros sujet. Donc on a mis la blockchain de côté, on s'est focalisé sur du machine learning et de l'ECR. Et s'en est suivi il y a quelques mois une migration à Mercato. Et j'ai rejoint Comet en tant que CFO pour l'accompagner dans son développement. Comet, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est un groupe qui a 2 entités, 2 activités. Son activité native qui est du gaming on-chain. Comet a créé le jeu vidéo qui a été dans le top 3 Polygon, je crois que c'était en 2021, avec des super achievements en termes de metrics blockchain sur le nombre de users simultanés qui jouaient au même jeu sur Polygon à l'époque. Donc on a bien surfé sur la hype NFT gaming de 2021. On a fait une super levée de fonds et de ce savoir-faire et de toutes les problématiques qu'on a rencontrées à mettre un jeu on-chain, on s'est dit que en fait, ça pouvait servir d'autres projets
soit des pure players Web3, soit des projets Web2 qui voulaient expérimenter le Web3. Et donc, à force d'avoir des gens qui tapaient à notre porte pour savoir comment on avait fait pour scaler un jeu sur le Web3, on a fini par sortir l'engine. Et on est en train de faire aujourd'hui sur notre deuxième activité un produit qui permettra à n'importe quelle activité Web2 ou Web3 de pouvoir interagir avec la blockchain. Et surtout, la grande nouveauté, et ça c'est à la mode depuis quelques mois, de faire de lock-on abstraction, surtout pour nos confrères Web2 qui aimeraient offrir une expérience sans gas fee, sans wallet, sans complexité de MetaMask et compagnie, pour pouvoir profiter pleinement des vertus du Web3. Voilà. Ok, je pense que mon micro il marche. Est-ce que ça marche? Hello. Ok. Donc bonjour à tous, je m'appelle Oumar et merci d'être là et merci de m'avoir invité. Donc je bosse pour mon parcours. Donc comme Léo, j'ai été comptable auparavant. Je bossais pour Deloitte et BDO pendant plusieurs années comme auditeur externe. Et puis 2 ans de cela, j'ai comment dire, toujours été intéressé comment la technologie et plus principalement la blockchain, l'impact que la blockchain aura sur la compta. Et donc j'ai décidé d'explorer ça en créant un podcast sur la comptabilité dans la Web3 qui s'appelle The Accountant Quits. Et peu à peu, ça m'a comment dire, ça m'a emmené jusqu'à Request Finance, où grosso modo Request Finance est une plateforme de facturation, de payroll et pour gérer ses expenses en crypto. Alors je vais expliquer un peu plus c'est quoi durant plus tard. Et en ce moment, Request Finance, donc on a lancé une communauté de CFO, de Web3 CFO qui s'appelle le Web3 CFO Club. Et comme le nom l'indique, donc c'est une communauté de CFO qui bosse dans la Web3 où on partage un peu tout ce qui est best practice, un peu les recommandations des outils dans la Web3 parce que c'est pas facile de comment dire, gérer un business en crypto. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui et le groupe a 420 membres aujourd'hui et ouais. Merci. Donc je vais aussi me présenter. Donc au-delà de ma casquette de trésorier de Ethereum France, donc j'ai un parcours de développeur initialement Java SQL et après j'ai bifurqué du coup dans la crypto le jour où en période d'intercontrat mon boss m'a demandé de faire un dossier sur la blockchain et là après en 2016 je suis tombé dans le rabbit hole et j'en suis jamais sorti. Et du coup, actuellement, je suis lead développeur blockchain dans le groupe BPCE, donc un groupe bancaire, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Et je suis aussi freelance dans un hedge fund crypto. Et du coup, on va passer à la première question qui est, dans le dur tout de suite, quelles sont les plus grosses problématiques, les plus gros points difficiles que vous rencontrez en tant que CFO de boîte Web3? Léo. Des problématiques, il y en a un peu sur tous les plans. Et quand on vient moi j'étais dans un marché ultra mature qui était la fintech, qui s'est très bien s'outiller, et j'étais dans le monde du SaaS, tout est très bien streamliné. Et je suis arrivé dans le monde du Web3 et je m'étais dit, en fait ça va être incroyable parce qu'il y a beaucoup de développeurs dans les boîtes Web3, et un ratio de développeurs qui est encore plus élevé que dans les boîtes de fintech généralement. Et je m'attendais à pouvoir, ne serait-ce que sur le plan de la stack, être pas mal outillé. Et en fait, les semaines sont passées, les mois sont passés. Aujourd'hui, en fait, à part un ERP comptable, j'ai pas grand-chose. Je fais beaucoup de choses maison. Donc c'est un écosystème qui est assez pauvre en outils très évolués. Et du coup, il y a des solutions qui émergent comme Request Finance notamment qui sont un peu le Spendesk du Web3. Et donc on a ces acteurs qui arrivent. Mais le premier constat, c'est qu'en termes d'outillage, en fait, on en revient au spreadsheet, on en revient au Google Sheet assez naturellement parce que on n'a pas vraiment d'autre choix. Donc ça, c'est sur l'aspect tooling. Et je sais pas, même pour la paye, par exemple, si demain vous avez des salariés, il y en a beaucoup qui viennent frapper à votre porte en disant voilà, moi en fait, j'aimerais que 20% de mon salaire ce soit l'USDC ou des cryptos. Là, vous le regardez et vous dites, en fait, dans PayFit, il n'y a pas le bouton Ethereum ou Bitcoin, ça n'existe pas. Donc, en fait, vous êtes obligé toujours de hacker un peu les outils traditionnels et de les tordre un peu pour pouvoir faire ce que vous voulez. Ça, c'est le premier constat.
Un autre constat, c'était dans les relations avec les banques. Je pense que si parmi vous, il y a des DAF externes ou même des auditeurs, une boîte, elle a rarement qu'une seule banque. Elle est toujours multibancarisée et il y a un peu des best practices à mesure qu'on développe sur le territoire, à mesure qu'on diversifie les activités, etc. On nous incite à avoir plusieurs banques. Quand vous êtes dans le Web3, généralement, vous arrivez à avoir votre première banque parce qu'en fait, elle ne sait pas trop ce que vous faites. Donc, elle va vous accepter, elle va vous KYCiser, vous allez pouvoir aller à la Société Générale ou n'importe où. Et puis, en fait, quand vous avez un call, puis deux calls, puis trois calls, et puis qu'un jour, vous faites une petite levée de fonds en Business Angel, c'est que vous dites à votre banque que, en fait, il y a une partie qui va arriver sur des wallets. Là, ils commencent un peu à flipper, ils se disent, mais en fait, qu'est-ce qu'on a accepté? Et au fur et à mesure, en fait, ils ne répondent plus, et ils vous font un peu la vie dure, et tous les 3 mois, et vous demandez de justifier tous les flux significatifs. Et autant vous dire que le seuil de signification, il n'est pas très élevé dans ces cas-là, et que vous devez justifier beaucoup de choses. Et dans ce cas-là, ça aussi, c'est un écueil, c'est de se bancariser et d'arriver à pouvoir avoir plusieurs banques pour être soutenu soit dans les démarches opérationnelles, parce que les néobanques, c'est cool, c'est relié à des outils de paye, c'est relié à votre expense tool pour payer les fournisseurs de manière automatique. Donc on en revient aussi au problème d'équipement et de tooling. Et puis après, un autre problème aussi, c'est que quand vous faites une levée de fonds, quand vous dites que en fait, il y a une partie qui arrive en USDC, ça peut vraiment être un élément bloquant d'une levée de fonds de la banque qui va dire en fait, allez voir les notaires, gérer ça avec eux parce qu'on n'a pas envie de prendre de risques. Donc ça peut aussi créer des frictions à ce niveau-là, d'être dans le Web3. Autre élément de friction, puisqu'on parle de levée de fonds, et autre problématique, quand vous êtes sur des marchés matures, vous arrivez très bien à sizer un marché, à dire, moi j'étais dans le monde de l'édition de logiciels, des cabinets d'expertise comptable, il y en a 21 000, il y a tant de collaborateurs, si on fait payer aux users, le market size, elle est de temps, et ça un VC il comprend tout de suite, il n'y a pas de problème. Quand vous êtes dans le Web3 et que vous buildez une solution pour le Web3, en fait, sur les premiers pitch decks de levée, les mecs disaient en fait, on prend toute la valeur du Web2 et on dit qu'elle va aller sur le Web3. Tout de suite, ça fait des chiffres énormes, il y avait beaucoup de zéros. Les mecs, ils croyaient dur comme fer, ils ont fait des super levées, c'était les premiers, tant mieux. Aujourd'hui, les mecs comprennent que tout le Web2 ne va pas aller sur le Web3. Et du coup, il faut arriver à rationaliser et donner un market size qui soit cohérent en disant nous, on build un outil qui peut emmener n'importe quelle solution Web2 pour interagir avec la blockchain. Et finalement, votre market size, c'est quoi? C'est le PIB cumulé de tous les pays avancés. Enfin, voilà, c'est compliqué à justifier. Et ça, c'est une vraie problématique, c'est de donner des ordres de grandeur et de promettre des choses à des VC, parce que même une croissance, finalement, vous pouvez dire, on va mettre tous les moyens en œuvre, notre go-to-market, ça va être ça, notre business model, ça va être ça. Finalement, sur la partie DeFi, on commence à avoir des comparables, on commence à pouvoir s'identifier. Quand vous êtes sur une boîte comme Comet qui build un produit pour emmener l'économie réelle sur la blockchain et pas de la DeFi qui fait juste tourner des tokens dans un écosystème fermé, en fait, là, il va falloir arriver à être convaincant et arriver avec une maturité Web 2 dans vos BP, dans vos pitch decks. Et ça, c'est assez compliqué à vendre comme histoire. On y arrive, mais je pense qu'on fait partie des premiers et c'est compliqué d'avoir des comparables et de vendre un go-to-market et une croissance. Voilà. Et après, autre problématique, c'est plutôt tout ce qui va être compliance et réglementation. Quand j'étais dans le monde de la fintech, on faisait ouin-ouin auprès du régulateur parce que DSP2 autorisait que 90 jours de délai de récupération de flux bancaires et c'était déjà énorme. Quand on arrive dans le Web3, en fait, on comprend que les problématiques elles sont beaucoup plus énormes parce que quelqu'un comme l'AMF qui défend l'intérêt des particuliers et du petit porteur, en fait, elle a un droit qui surpasse les juridictions du tribunal de commerce. Elle peut arriver et faire fermer le business. Et ça, c'est des vrais risques qu'il faut apprécier. S'il y a des auditeurs parmi vous, vous le savez, le risque réglementaire, il est très élevé. Et donc ça fait partie aussi des points de friction quand on arrive CFO dans le Web3, c'est d'apprécier le risque réglementaire qui, en fait, l'AMF, quand on est chez Deloitte, c'est juste les prospectus à valider pour les boîtes du CAC 40, c'est des formalités. Quand vous arrivez dans le Web3, c'est des formalités beaucoup plus lourdes avec une vraie épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et là, il y a un deuxième acteur qui entre en jeu, qui lance sa consultation publique, qui est l'ACPR. Et l'ACPR, c'est encore plus risqué que l'AMF parce que là, elle ne défend pas les petits porteurs, elle défend les gros porteurs qui sont parmi ces tours, qui sont les banques. Et eux, ils ont des intérêts qui vont défendre bec et ongle. Et certains épousent et tentent des stablecoins, d'autres sont plutôt offensifs.
Et là, une fois de plus, il va falloir écouter, voir ce qui se passe et s'y préparer, quoi. Et ce qu'il faut voir aussi avec la réglementation, c'est que parfois, c'est aussi du bon, c'est pas que du mauvais. On a eu, nous qui sommes dans le gaming, on a eu la bonne nouvelle d'accueillir le projet Jaune, J-O-N-E, qui va nous permettre d'être une petite bulle d'oxygène parmi toutes ces réglementations qui arrivent, puisque Jaune, pour les boîtes qui font du collectible et du trading de NFT dans l'écosystème d'un jeu, va permettre d'avoir des assouplissements réglementaires. Voilà. C'est vrai que des fois, d'avoir de la clarté réglementaire, ça peut être quelque chose de positif. C'est vrai qu'on voit souvent la réglementation côté Web3 comme quelque chose de négatif, mais aussi on aime bien avoir de la clarté et un encadrement et d'être certain que notre business il pourra perdurer effectivement dans les années à venir. Donc ça peut être, si c'est bien fait, s'il y a de la consultation et du dialogue, alors ça peut être aussi positif. Je suis d'accord. Marc, tu voulais... Ouais. Donc, avant de parler des problématiques, je voulais aussi parler des différences entre le CFO de la Web 2 et de la Web 3. Donc, je vais généraliser un peu, mais le CFO de la Web 2 il se préoccupe principalement des coûts, du budget, des sources de revenus, la liste des débiteurs. Mais le CFO de la Web 3, il se préoccupe, comme Léo le mentionnait, des nouvelles réglementations et de l'impact que ça aura sur leur business. Vu que si leur portefeuille est en crypto-monnaie, donc ils doivent aussi avoir cette connaissance de gérer leur trésorerie. Donc ça, c'est une grosse différence que le CFO de la Web 2 n'a pas. Et comment faire pour gérer les clés privées, leur multisig. Donc ça, t'as une éducation à faire quand tu viens bosser pour une boîte de la Web 3. Je tiens à préciser, si je mentionne quelques mots en anglais, je vous prie de m'excuser. Par exemple, si j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais donc l'autre problématique de la Web 3, c'est pour le nouveau CFO de la Web 3, c'est qu'il faut aussi reconnaître que c'est un changement de paradigme avec le self-custody que tu n'as pas dans la Web 2. Donc, je pense que tout le monde connaît la phrase « si ce n'est pas vos clés, ce ne sont pas vos cryptos ». Donc, ce sont de nouvelles choses auxquelles le nouveau CFO de la Web 3 doit faire face. Et autre chose, il y a énormément de problématiques que je peux mentionner. Donc, par exemple, la compta dans la blockchain se fait, et là je vais le dire en anglais, donc on a cash basis. Mais la compta, si tu utilises l'IFRS, US GAAP, ça se fait on an accrual basis. Et donc, tu as une réconciliation à faire entre ce qui est cash sur la blockchain, sur tes blocs Explorer, et sur ton compte financier. Si je vous donne un exemple, par exemple sur Cosmos, donc tu as tes staking, donc quand tu stakes, tu as tes staking rewards qui est continuellement en train d'être accumulé, et tu peux les voir, mais sauf que tu ne peux pas les reconnaître parce que, non, pardon, tu ne peux pas les voir, donc tu ne peux pas les reconnaître jusqu'à que tu peux les réclamer. Donc ça, c'est une différence que la blockchain a, cash basis, et ce que traditionnellement on n'a pas. Il y a énormément d'autres problématiques, par exemple les standards. Tu n'as pas un standard pour la crypto. Donc aujourd'hui, valeur du jour, les cryptos sont reconnus en comptabilité comme actifs incorporels. Donc tu n'as pas de standalone standard pour la crypto. Tu as plein de choses après que la crypto, en tant que comptable, que par exemple la valorisation de la crypto, ben, c'est pas la même chose que comment tu dis, donc les stocks, parce que donc, le marché se ferme jamais, le marché opère sur 24 heures, donc pour valuer tes cryptos dans ton bilan financier, donc tu utilises quel prix? Est-ce qu'il te faut avoir comment dire, une constance dans le prix que tu utilises, par exemple, à fin de chaque mois ou annuellement.
Donc ça, ce sont des problématiques parce que justement, Mazar, sinon l'auditeur, il va venir te demander pourquoi tu es en train de... t'es pas constant sur le prix que tu values tes crypto-monnaies. Donc il y a plein de choses comme ça que le nouveau CFO de la Web3, je pense qu'il doit faire face à. Merci. Et du coup, donc chez Ethereum France, donc les principaux problèmes qu'on avait, c'était qu'on avait un comptable traditionnel à l'époque. Et du coup, quand on lui envoyait l'export à la fin de l'année des 500 transactions en crypto, il faisait un peu la tête et il nous demandait d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est. Enfin, pour lui, ça n'avait pas trop de sens. Et du coup, c'était forcément pas très bien traité. Donc, c'est vrai que là, on est passé sur un comptable spécialisé en crypto, donc qui connaît bien le sujet et qui connaît les normes comptables crypto, ou en tout cas qui essaye de faire avec les règles qu'il a pour faire rentrer les cryptos dans les impôts, dans les comptes annuels, etc. Donc ça, c'est un pain point qu'on a pu éluder. Et sinon, les autres problèmes, comme tu l'as dit, c'est les banques. Donc je suis bien placé, hein, je travaille dans une banque. Alors les banques, c'est pas qu'elles veulent pas, c'est que elles connaissent pas et elles sont contrôlées, elles doivent faire face à beaucoup de réglementations. Et si elles sont pas compliantes, elles perdent leur licence bancaire et elles mettent, le business est terminé. Et du coup, ça a un coût en fait réglementaire très fort pour la banque, pour l'agence bancaire. Donc après, c'est un peu la loterie suivant comment votre agence bancaire connaît les cryptos ou pas du tout, ou c'est quelque chose qu'elle ne veut pas toucher, va vous traiter par rapport à ça. Donc c'est vraiment la loterie, donc vous pouvez être dans n'importe quelle banque, ça va vraiment dépendre de votre agence et de votre conseiller. Et du coup, c'est vrai que donc nous au départ, on était dans une grande banque française qui fait de l'agriculture. Et au début, on pouvait ouvrir des comptes associatifs sans problème dans cette banque-là. Et quand ils ont vu arriver des flux de Kraken, et voilà, ils se sont dit bon qu'est-ce que vous faites en fait donc du coup, on est passé dans une banque en ligne qui commence par un Q, assez connue, spécialisée pour les entreprises. Et on leur a dit qu'on était une entreprise et du coup, une association, et qu'on organisait des conférences autour de la blockchain, donc ce qui est vrai. Et ils ont dit OK. Et le jour, pareil, où ils ont vu arriver des flux de Kraken, ils ont dit qu'est-ce que c'est ? On leur a expliqué, en fait, c'est simple. On a des sponsors pour ETHCC, la moitié ils payent en crypto. Donc après, on paye nos impôts, on a des employés en France, on paye l'URSSAF, on a des factures, tout est clean, mais voilà, ça prend un peu de temps. Et c'est vrai que quand on regarde dans les banques en ligne, par exemple Conto, Shine, etc., la crypto-monnaie, c'est dans les catégories interdites entre prostitution et nécromancie, et jeux de casino, et cannabis. Donc, petit conseil, si vous créez une boîte, dans votre objet social, vivons heureux, vivons cachés pour le moment, hein, si vous voulez avoir une banque. Il faut éviter de mentionner les termes crypto, malheureusement les termes crypto, blockchain, Web3, NFT, encore pire, mining, ICO, etc. Donc ça, c'est un peu triste, mais c'est un peu en train de changer parce qu'il y a quand même un encadrement un peu plus accepté aujourd'hui, qu'il n'y avait pas hier. Et puis, voilà, les principales banques se posent quand même la question de l'intégration des cryptos chez le tiers de confiance. Donc voilà. Et voilà pour les points difficiles du coup. Donc la comptabilité effectivement et l'aspect bancarisation en France en tout cas. Je ne sais pas trop à l'étranger. Et du coup, je vais poser le prochain sujet. C'est de comment est-ce que vous utilisez dans votre quotidien de CFO les cryptos et le Web3. Est-ce que vous prenez des paiements en crypto? Est-ce que vous utilisez la DeFi pour faire certaines opérations? Est-ce que vous utilisez d'une autre manière? Voilà. Omar? Justement, j'ai parlé un peu de Request du coup. Request, on est une plateforme on est un logiciel du coup pour
pour facturation en crypto, pour payroll et pour gérer les expenses. Donc chez nous à Request, par exemple, on paye nos staff, nos contracteurs, nos employés en crypto ou à travers Request plutôt. Et juste pour expliquer un peu c'est quoi Request, pour comprendre la différence. Dans la Web 2, donc lorsque tu payes quelqu'un, tu as une facture. Et en crypto, c'est assez facile de faire un paiement, donc the payment peer-to-peer. C'est assez facile, mais par derrière, pour documenter cette transaction, c'est un peu plus compliqué. Enfin, plus compliqué si tu l'as fait sur un outil de la Web 2. C'est compliqué, pourquoi? Parce qu'il te faut plus tard réconcilier cette transaction. Et si tu as une facture, par exemple, de PDF, qu'il te faut réconcilier avec un paiement qui est on-chain, donc ça prend un peu de temps. Et nous, comptables, on passe beaucoup de temps à réconcilier les transactions. Et ben justement, avec Request, la différence, c'est que quand tu émets une facture et lorsque tu te fais payer, la réconciliation se fait automatiquement. Donc, du coup, le comptable, par derrière, il a pas à savoir si... Enfin, il peut juste vérifier si cette facture a été payée ou pas. Donc, ça, c'est un temps gagné pour les comptables. Et... ouais, c'était la partie que je voulais mentionner parce que pour les paiements sur la blockchain, enfin, ou plutôt sur la Web 2, quand tu as réconcilié un paiement, par exemple, de ta fiche bancaire, tu peux voir exactement ce que c'est cette transaction. Mais sur la blockchain, c'est un peu plus compliqué parce que tu n'as que un 0x et tu n'as pas de données sur cette transaction, c'est quoi. Donc, une des bonnes pratiques à recommander au nouveau CFO de la Web3, c'est de suivre toutes leurs transactions sur la blockchain, parce que sinon, tu ne comprends rien. Au début, tu peux le faire si tu n'as pas énormément de transactions, le faire avec un spreadsheet, mais au fur et à mesure où tu, disons, scale ta boîte, c'est là où je recommande à utiliser des outils comme des logiciels comptables comme, il y en a plein maintenant, comme Crypto, CryptoWorth, Bitwave. Ce sont des logiciels comptables faits pour la crypto. Je peux en discuter un peu plus, peut-être qu'on va parler d'outils pour la crypto. Ouais, donc aujourd'hui, je me demandais comment on utilise la crypto. Donc du coup, pour verser les salaires, Ouais. pour faire des paiements. Ouais, pour faire les paiements, lorsque, par exemple, lorsque je viens ou disons si je pars à ETHCC dans quelques mois à Paris et j'ai à réclamer mes dépenses, si je le fais en crypto, je peux aussi faire ça à travers Request Finance. Donc, comme Léo le disait, c'est un peu le Spendesk en crypto. Donc, c'est une nouvelle fonction, enfin, ce sont les mêmes fonctionnalités que vous avez dans la Web 2, mais on les a introduits pour la crypto. Donc, facturation, avoir une documentation pour chaque paiement, parce que par derrière, il faut se faire auditer. Donc, tu peux te faire auditer, enfin de la même manière où tu te faisais auditer, où tu devais fournir des documents pour chaque paiement. Donc, c'est la même chose que tu as ce document pour les paiements que tu as fait en crypto. Et donc, on essaie d'apporter cette partie compliance pour les cryptos et pour faciliter l'audit, pour faciliter tout ce qui est tax filings et la partie compta. Merci. Nous, la crypto, c'est quelque chose qui est intrinsèque à notre business model. Pourquoi je précise ça? C'est important parce que tout à l'heure, j'ai fait l'exercice, j'ai regardé le nombre de projets Web3 qu'il y a en France. Et en fait, quand vous regardez certains sondages, il y aurait à peu près 10 000 projets crypto en France. Je mets ma main à couper qu'il n'y a pas 10 000 boîtes qui possèdent et qui interagissent en crypto en France. Donc peut-être qu'il y a des consultants, peut-être qu'il y a des freelances, je ne sais pas ce que ça englobe. Mais bon, ce chiffre, il est à prendre avec des pincettes. Tout à l'heure, je vous disais aussi, l'activité de Comet, sur la partie B2B et sur la partie gaming, elle a un dénominateur commun, c'est ce qu'on va appeler le count abstraction. C'est-à-dire qu'on cherche, pour favoriser l'arrivée de joueurs type Web2 ou de clients type Web2 sur les solutions que Comet supporte,
En fait, il faut abstraire la blockchain. Et c'est vrai que j'aurais pu en parler tout à l'heure à la première question. Une des grosses barrières à l'entrée pour un CFO qui arrive dans le Web3, c'est de comprendre le Web3. Si vous ne comprenez pas comment se passe de manière très basique une TX avec un système de gas fee, déjà en fait vous êtes perdu pour la suite. Parce qu'en fait, typiquement chez Comet, pourquoi on a besoin de gas fee, enfin pourquoi on a besoin de crypto, c'est parce qu'on relaie le gas fee. C'est-à-dire qu'on va payer le frais de gaz à la place du client pour ne pas qu'il ait à le supporter. L'idée étant, je ne sais pas s'il y a des joueurs de Sorare dans la salle, ou peut-être des gens qui ont exploré Sorare, mais dans l'idée, sur Sorare, c'est de l'ACB, de l'ACB, de l'ACB. À aucun moment, vous prenez en pleine figure un MetaMask qui dit bah, vas-y, donne-moi 3 centimes de Matic pour valider la transaction de ton NFT. Et donc, en fait, nous, on a besoin de ce stock de crypto pour, en back, payer et relayer vos transactions. Donc, vous profitez du jeu, vous vous amusez. Par exemple, dans le jeu pour le gaming, c'est un jeu dans l'espace avec des vaisseaux. Vous avez aussi des cartes pour que ces vaisseaux puissent interagir entre eux et se battre. Et que ce soit les cartes ou les vaisseaux, ce sont des NFT. Chaque fois qu'on vous attribue une carte ou un vaisseau, en fait, on fait une opération qu'on va appeler un mine de NFT, c'est-à-dire qu'on va vous attribuer un NFT. Et ça, c'est un coût pour nous, qui pour vous est complètement transparent, et que nous, on supporte en crypto. Donc, l'usage premier de la crypto pour Comet, que ce soit dans le gaming, dans la partie B2B, c'est de relayer le gas fee, de supporter le gas fee, et c'est aussi de faire tourner tous nos contrats. Parce qu'en fait, nous, petite précision aussi, on fonctionne sur un écosystème 100% EVM. Donc aujourd'hui, Polygon pour le jeu vidéo notamment. Et ce qui se passe, c'est que quand un contrat interagit avec la blockchain, en fait, la contrepartie d'historiser la donnée de manière fiable et intangible, c'est que ça a un coût. Et une fois de plus, on est dans la philosophie du gas fee et on veut l'abstraire pour l'utilisateur final. Donc on va à nouveau supporter des gas fees. Par exemple, quand vous gagnez une partie sur Comet Battle, on vous reward, on vous récompense. Cette récompense, il y a une interaction, enfin il y a plusieurs contrats en sous-jacent qui interagissent. Chaque interaction, c'est du gas fee. Et donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit parce qu'en fait, quand vous anticipez 10 000 joueurs parce que vous faites une opération avec Ledger Live et que votre jeu, c'est le premier jeu sur Ledger Live, il faut s'attendre à ce que vous ayez 10 000 joueurs qui arrivent, qui vont revendiquer un set de 40 cartes qui sont 40 NFT et que en fait, chaque mine de ces NFT, c'est 6 centimes sur Polygon. Et donc tout ça, il faut l'anticiper, il faut l'avoir, il faut alimenter, si vous fonctionnez avec des safes, etc., il faut alimenter ces contrats en conséquent. Donc ça, c'est le b.a.-ba du besoin crypto de Comet, c'est ça. Ensuite, le deuxième use case, c'est la levée de fonds. Le bull run, et en fait les 5 années qui ont précédé, donc de 2017 à aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont enrichis autour des cryptos, parfois sur un coup de chance, parfois sur des convictions, et il y a des gens qui qui sont sortis du circuit, il y a des gens, ils ont perdu leur clé privée, et enfin leur site phrase et compagnie, et puis après il y a des gens, ils ont tout cet argent et ils se disent qu'est-ce que j'en fais, en fait je vais promouvoir un écosystème qui m'a enrichi, et du coup ils ont des convictions très fortes, et d'un effet de levier fois 6000%, ils vont se dire ces 1000 € que j'ai mis en 2017 qui aujourd'hui je sais pas combien, je vais les investir dans des boîtes, dans l'économie réelle, sous forme de crypto, et donc je vais investir en crypto dans des boîtes. Et typiquement, les levées de fonds de Comet se sont faites de manière hybride et en grande partie en crypto. Et c'est accepter une levée de fonds en crypto, c'est stratégique pour une boîte dans le Web3 et c'est indispensable même, puisqu'en fait, vous allez avoir des gens qui sont arrivés très tôt dans le milieu et qui ont des convictions très fortes, qui veulent emmener cet écosystème quelque part et qui vont vous accompagner et qui vont vous soutenir financièrement, mais aussi en termes de réseau, etc. Donc ça, c'est le deuxième use case des cryptos chez Comet, c'est la levée de fonds. Après, autres use cases qui sont un peu plus anecdotiques, mais qu'on exploite quand même, c'est client-fournisseur. Chez nous, ça reste ultra anecdotique sur la partie B2B. On reçoit quasiment aucun encaissement crypto, puisqu'on accompagne souvent des grands groupes qui veulent migrer sur le Web 2, soit de manière, soit avec grande conviction, soit de manière exploratoire. Donc ces gens-là, en fait, ils vous font un virement, voilà. Et les acteurs qui vous payent en crypto contre service, c'est souvent des pure players, mais en général, eux, ils ont fait des levées de fonds, ils ont du fiat, et ils vous payent en fiat. Côté fournisseur, pour tout ce qui est événementiel, marketing, il y a beaucoup de boîtes dans l'écosystème qui acceptent les paiements en crypto. Typiquement, on participe à Etsy, on paye en crypto. On participe à NFC...
on participe à NFC Lisbonne. D'ailleurs, on aura l'occasion de te recroiser là-bas. On paye en crypto. Donc l'événementiel dans le milieu de la crypto et dans le milieu du Web3 se fait essentiellement en crypto. À part ça, je paye très peu de fournisseurs en crypto. Donc tout simplement, moi j'ai mon ERP qui s'appelle Pennylane et je dois avoir une vingtaine de flux tout au grand plus par trimestre en crypto. Et tout simplement, je mets un commentaire avec l'ATX qui a servi à payer cette facture. Et ça me permet de réconcilier mes flux. Et le dernier use case de crypto, alors ça va bien te parler, c'est de l'asset management. Puisque souvent, et ça c'est une problématique que j'avais quand j'étais CFO en FinTech. En fait, super, vous venez de boucler un tour de table, Euraseo vous a donné beaucoup d'argent. Et vous ne savez pas comment faire. Vous avez des millions sur un compte et en fait, vous avez dealé avec ce fonds que vous allez avoir un burn rate de temps et que en fait, vous allez cramer l'argent doucement et gentiment ou follement, ça dépend de vos ambitions. Et vous allez commencer par faire un gros team building à l'étranger et puis après, vous revenez, vous faites le constat. Et dans le Web3, l'avantage, c'est que en fait, vous n'avez pas ce call avec votre banque en disant voilà, j'ai 5 millions, qu'est-ce que je fais ? Si vous voulez, on a des comptes à terme sur 6 mois, rémunérés beaucoup moins que l'inflation, mais rémunérés quand même. D'accord, merci. Si vous êtes dans le Web3, en fait, ce même montant, si vous avez la chance d'avoir dans votre écosystème des gens comme Rémi qui vous sensibilisent à ce genre de sujet, vous allez explorer sur AAV, vous allez explorer sur Curve, vous allez explorer sur tout un tas de protocoles de DeFi. Et en fait, vous allez jouer avec la DeFi et vous allez faire fructifier de cet argent plutôt qu'il ne serve à rien à dormir sur un compte pendant 2 ans, le temps que vous cramiez tout l'argent en vue de la prochaine levée. Donc ça, c'est le dernier use case de Comet, c'est l'asset management, qui fait une excellente transition pour toi. Effectivement. Rémi, est-ce que je peux te demander la même question ? Donc, à Ethereum France, quels sont les use cases en crypto ? Alors du coup, nous, on a pour principe d'essayer de stimuler au maximum l'écosystème blockchain et Ethereum. Donc, on va essayer par défaut d'accepter les paiements en crypto, de proposer les paiements en crypto, mais après, on encaisse aussi en fiat et on paye aussi en fiat, puisque quand même la majorité des gens préfèrent recevoir un virement sur un compte en banque que des Ethers ou des USDC sur leur wallet. Donc ça, c'est pour la partie paiement. Et on a environ quand même, vu qu'on est dans un écosystème crypto, avec des boîtes crypto qui ont levé en crypto, qui ont une trésorerie crypto, en fait, la crypto, une fois qu'on en a et qu'on a des convictions, en fait, c'est assez simple à utiliser. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'appeler une banque, d'être accepté, etc. Du coup, il y a un bon moitié, 2/3 des sponsors de ETHCC qui payent en crypto. Et parmi ceux-là, il y a 95% qui payent en stablecoin dollar, donc tous en USDC et en USDT. Et parfois, il y en a qui payent en Ether. On accepte l'Ether, Ethereum France, voilà, parce qu'on aime bien l'Ether. On a vendu des bières à 2 Ethers en 2015 et on les a gardées. Donc on est content. Et on a fait une raffle aussi juste avant que l'Ether fasse plus 20%, donc on est content. Du coup, ce que je veux dire, ouais. Donc on essaye au maximum d'accepter et de payer en crypto. Et même parfois, il y a des boîtes qui disent mais moi j'ai mon token de gouvernance, j'en ai plein et j'ai rien d'autre. Est-ce que je peux payer avec ? Alors là, voilà, on peut commencer à discuter, mais peut-être que ce ne sera pas le taux de marché, surtout si c'est un petit token, etc. Mais quand même, on va faire le maximum pour accepter et pour trouver un terrain d'entente. Donc ça, c'est pour la partie paiement et émission de facture. Alors, on utilise Request parfois. On a un outil de facturation Web 2 traditionnel avec les bons en tête, le numéro de TVA intercommunautaire, etc. Parfois, un de nos sponsors, c'est une DAO sans adresse, sans machin. Et alors, pour la mettre dans l'outil de facturation, ça ne rentre pas. Par contre, ça rentre dans Request. On peut mettre parcelle moins 1323 sur Decentraland en localisation, pas de problème, c'est un champ libre. Et la dernière partie, effectivement, donc, en fait, quand je suis trésorier de Ethereum France depuis l'exercice comptable 2021. Et quand je suis arrivé, on avait un compte Kraken. Et du coup, en gros, la majorité de notre activité, en gros, c'est d'encaisser, pour le trésorier, c'est d'encaisser les sponsorships
6 mois avant ETHCC jusqu'au dernier mois, et de tout dépenser pendant ETHCC, et de recommencer l'année suivante. Et du coup, il y a une période de transition pendant laquelle il y a pas mal d'argent sur le compte crypto et le compte en banque, et où on se fait diluer par l'inflation. Et c'est vrai que moi, j'ai été très vite passionné par le yield farming et par la finance décentralisée. Et du coup, quand je suis arrivé, j'ai demandé au bureau, est-ce qu'on peut farmer avec le trésor? Alors, des trucs safe. Alors, voilà. J'entends que le yield farming, c'est quelque chose qui puisse faire peur, surtout que, vu les événements du 11 mars dernier, et du 13 mars, donc le dépeg du SDC, le hack de Euler avec la contagion à Angle, etc. Mais néanmoins, voilà, on fait du yield farming de papy, de bons pères de famille, de trucs normalement qui sont très safe. On ne dépose pas sur les marchés, pas trop sur les marchés de prêt-emprunt, qui restent des protocoles risqués. Et on arrive quand même à se faire des petites sueurs froides quand il y a des dépegs de stablecoin et des choses comme ça, mais en étant réactif en général, ça se passe. C'est toujours. En fait, ça a été vraiment un long fleuve tranquille jusqu'à mars dernier. Et à mars dernier, il y a eu des événements et du coup, qui ont été bien gérés. Au final, il n'y a pas eu de pertes, mais effectivement, ça a refroidi plusieurs personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Aujourd'hui, il y a des gros rendements en DeFi, et en prenant pas mal de précautions et en étant spécialiste dans ce domaine et en suivant bien l'écosystème, il y a moyen de faire des choses très sympathiques, et du coup de faire du rendement et de proposer du coup un meilleur ETHCC les années suivantes. Donc voilà pour l'utilisation crypto. Ça répond à ta question, Umar? Ouais. Et du coup, voilà, donc il y aura des questions-réponses à la fin si vous avez des questions là-dessus. Et tu vois, un point qui est intéressant, tu parles du dépeg et toi tu l'as un peu mal vécu. Un des avantages de la DeFi, c'est qu'on peut être très réactif parce qu'on est maître de ces cryptos et que c'est un écosystème sur lequel on peut être réactif. Et peut-être que tu l'as très mal vécu, mais nous, chez Comet, on était très contents parce qu'en fait, on avait une dette en USDC, on avait collatéralisé pour emprunter de l'USDC sur AV. Et forcément, quand l'USDC perd 20% de sa valeur, en fait, la dette, elle coûte 20% moins cher à rembourser. Du coup, ça a été une aubaine pour nous, et c'est surtout que tu peux être très réactif sur tes flux. Et du coup, typiquement, ça offre aussi ce genre de choses que si j'avais pris mes euros, je les avais donnés à une banque et je lui ai dit, fais travailler sur un compte à terme à 3% dans un contexte d'inflation à 6%. S'il y avait un quelconque événement de marché, est-ce qu'en 3 secondes, j'aurais pu récupérer mes millions sur mon compte à terme et être réactif? Pas certain. Voilà, donc petite parenthèse sur les effets d'aubaine quand même. Alors effectivement, il y a eu des gains qui ont été faits. Par ailleurs, moi je travaille dans un hedge fund crypto, et effectivement, quand il y a des dépegs de stablecoin qui sont hyper gros comme ça, c'est une aubaine. Mais c'est juste que c'est tombé un week-end et que mon fils avait un match de rugby et que j'ai pas dormi et tout. Et du coup, c'était clairement pas sympa. Après, oui, c'était une énorme opportunité sur plein de plans, et il y en a qui en ont bien profité. Et voilà. Mais l'aspect négatif, c'est que quand même, donc déjà, il y a des boîtes Web3 qui ont mal géré le truc, donc qui ont vendu leur stablecoin avec une décote de 10%. Donc ça, c'est triste pour eux. Et ça a mis un coup de froid quand même à tout le monde sur cette magnifique discipline qu'est le yield farming. Mais voilà, ça a refroidi beaucoup de gens. Alors, pas moi, hein, mais disons qu'il y a eu des sueurs froides. Ça s'est finalement bien passé. L'issue était très, très favorable. Mais voilà. Et du coup, on va passer au topic suivant. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques dans votre travail de CFO que vous recommanderiez? Est-ce que vous avez des outils? Voilà, on parle donc. Il y a le superbe Request, qui est un magnifique outil de facturation et de paiement des salaires que j'utilise aussi à titre privé. Mais est-ce que vous en avez d'autres que vous recommanderiez? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques qui vous viennent en tête si jamais il y a des gens qui veulent se lancer dans la gestion financière crypto et Web2, Web3? Vas-y, Omar. Ouais. Donc, en termes de bonnes pratiques, je dirais bien identifier tous ces flux de sortants, et so all incoming and outgoing flows.
Euh, donc, identifier tous ces adresses de wallet parce que si tu oublies quelques adresses, ben, ta trésorerie n'est pas correcte. En termes d'outils, il y en a plein, mais ce que je recommanderais à un nouveau CFO dans la Web3, donc the minimum tech stack to have, je recommanderais donc si tu fais du self-custody, et bien sûr on recommande à faire du self-custody, ben utiliser, il y en a plein, Ledger est français, ou un multisig comme Safe. Donc si je regarde, je sais pas comment dire en français, but the supply chain pour une transaction. Donc, tu commences par tes fonds dans ton wallet. Donc, tu fais du self-custody. Et puis, la deuxième partie, tu as à faire des paiements. Donc, bien sûr, j'ai recommandé Request Finance donc, pour documenter tous ces paiements et s'occuper de la partie Accounts Receivable et Accounts Payable. Donc, ça, c'est la deuxième partie de la supply chain. La troisième partie, c'est comment faire à exporter maintenant toutes tes transactions de la blockchain à ton logiciel comptable. Et aujourd'hui, tous tes logiciels comptables tels que, je ne sais pas c'est quoi les logiciels comptables les plus utilisés en France, mais par exemple QuickBooks Xero, SAP, Oracle, NetSuite, tu peux pas, c'est pas fait pour la crypto. Donc, il te faut d'abord convertir tous tes cryptos, je sais pas, par exemple, c'est en ETH, en euros d'abord, avant de les exporter dans ton logiciel comptable. Et aujourd'hui, il y en a plein de nouveaux logiciels comptables. Tu as Crypto, qui est un des plus gros. Tu en as Bitwave, tu as CryptoWorth, tu as Trust Finance, tu en as plein. Et ils sont tous un peu différents dans leur use case. Peut-être certains, ils accommodent certains blockchains. Par exemple, Crypto, ils bossent avec plein, mais aussi, par exemple, sur Cardano. Et tu as d'autres solutions comptables qui n'ont pas ces blockchains. Donc, ça dépend de tes use cases. Et juste pour expliquer un peu pourquoi il faut utiliser ces solutions de crypto pour faire la comptabilité, parce que du coup, tu ne peux pas exporter ces transactions du Block Explorer directement à, par exemple, Xero. Donc, tu passes par la solution, par exemple, Crypto. Donc, Crypto, ça te permet d'exporter, catégoriser tes transactions, tes on-chain transactions, et documenter ces transactions avant de les avoir sur ton ERP traditionnel. Donc, en termes d'outils, c'est ce que je recommanderais à un nouveau CFO, donc un peu sur la supply chain donc custody, créancier, débiteur, donc request pour s'occuper de tes paiements, et puis crypto accounting solution comme Crypto, il y en a plein, et finalement ton logiciel comptable traditionnel qui te permet de préparer ton compte financier pour plus tard être audité et faire tes filings. Merci. Yeah. Moi, déjà, le tout premier conseil que je peux donner, c'est si demain vous rejoignez une boîte Web3 dans un service quelconque dans la finance, la première étape, c'est, si vous le faites déjà, c'est très bien, c'est de prendre, pas besoin de prendre énormément, vous prenez des centaines d'euros, vous les mettez sur un wallet, un IOA, vous pouvez prendre MetaMask, ça va très bien, et vous allez vous perdre sur les DeFi. Ça, j'avais pas compris quand je suis arrivé. Et en fait, ça a été la meilleure chose qu'on puisse faire parce qu'aujourd'hui, pour comprendre et décortiquer tous ces sujets, quand les gars m'expliquent qu'ils ont des contrats, qu'ils font des multi-calls et c'est pour ça que le gas fee, en fait, il est super élevé, etc. En fait, pour en arriver à ce niveau de compréhension et le retranscrire dans un business plan qui est très simple à lire pour n'importe qui, et en fait, je pense que la première étape, c'est vous prenez vos euros, vous faites une CB, vous allez sur MetaMask, vous ouvrez MetaMask, vous alimentez, vous allez sur... pas besoin d'aller sur Ethereum et de perdre beaucoup d'argent dans les gaspilles. On peut aller sur Polygon et faire ça à moindre coût. Et on va sur AV, on va sur Curve, on se perd, on regarde ce qui se passe dans le Block Explorer, on essaie de comprendre.
On peut en surcouche s'alimenter d'une chaîne YouTube qui s'appelle Finematics, qui est géniale, qui explique très bien, et où on peut y aller sur des sujets très basiques et on peut ensuite se perdre dans les sujets de L2 et de roll-up. Et ça, c'est pour moi la première chose à faire. C'est skin in the game, comprendre ce qui se passe. Et une fois que vous avez passé ces étapes-là, viennent, à mon sens, je crois que le sujet le plus complexe, parce que faire NTX, une fois qu'on a résolu le problème de custody, qu'on a conscience que les seed phrases, il y a un enjeu, etc., et que potentiellement la boîte elle a des process internes de multi-sig, c'est-à-dire plusieurs personnes qui signent un même wallet. Une fois qu'on a ça c'est assez tradfi finalement. C'est juste, au lieu d'avoir la zapette BNP et d'aller voir 3 personnes dans la boîte pour valider un virement à 10 000 balles, en fait vous êtes 3 à signer sur un safe pour valider ATX. Et ensuite vient le sujet qui, je crois, est assez unanime, c'est celui de la retranscription comptable de tout ce que vous avez fait dans la DeFi. Et là, la première bonne pratique, c'est peut-être de ne pas procrastiner, de ne pas attendre, et de faire de manière régulière. Moi, déjà j'ai un énorme biais, c'est que j'ai fait tout mon parcours en expertise comptable, donc j'ai fait DCG, DSCG, j'ai fait mon stage DEC, j'ai juste pas eu la motivation de passer les épreuves, mais j'ai fait 8 ans d'études dans la compta, voilà. Et ensuite, deuxième biais, c'est que j'étais dans la fintech et dans l'édition de logiciels. Donc il était pas entendable pour moi d'avoir un sujet que je ne comprenne pas et que je m'en remette en état de dépendance vis-à-vis d'un éditeur de logiciels. Donc j'ai décidé d'embrasser la complexité et de comprendre ce qui se passait. Et chez Comet, on a la chance d'avoir un ratio délirant de développeurs et de blockchain analystes. Du coup, j'en ai pris un et je lui ai fait vivre un calvaire pendant un mois. Et je lui ai dit, explique-moi tout ce qui s'est passé sur le wallet de Comet. Et on a exploré ensemble. Et en fait, si vous voulez faire la tâche de manière très puriste, il existe une solution technologique qui s'appelle un indexeur. Un indexeur, c'est une brique techno qui vous permet d'écouter la blockchain. Parce que les devs sont des poètes, ils disent pas on lit la blockchain, on écoute la blockchain. Et du coup, vous avez cet outil qui est dans un monde pur et parfait, vous est dédié pour vous CFO. Ça, ce sera après la série B de Comet. En attendant, je suis avec des outils maison, donc des API, des trucs comme ça. Et donc en fait, on a tout simplement réécrit l'histoire. Donc il a scrappé tout ce qui s'est passé sur Ethereum, il a scrappé tout ce qui s'est passé sur Polygon et tout ce qui s'est passé sur Optimism. Parce que forcément, tu connais Jérôme, c'était plus fort que lui, il a fallu qu'il aille jouer un peu partout. Et on a regardé tout ce qui s'est passé et on a créé une banque de données maison sur quelles sont les méthodes. Parce qu'en fait, vous avez, quand vous faites des interactions sur la blockchain, sur l'écosystème EVM, sur Polygon et Ethereum, vous avez une méthode qui est inscrite dans les métadatas de la transaction. Donc vous savez ce qui s'est passé et ces méthodes elles sont référencées et vous allez sur un annuaire public d'Ethereum qui dit en fait voici toutes les méthodes qui existent, ça c'est un swap, ça c'est du liquidity providing, ça c'est du retrait yield et compagnie. Donc tout ça, ça existe, vous pouvez les récupérer ces infos et vous faites une banque en disant voilà déjà j'ai interagi avec toutes ces méthodes. Deuxième chose, vous archivez tous les contrats avec lesquels vous interagissez dans un spreadsheet. Vous vous dites, voilà, en fait, vous avez scrappé toute la blockchain, vous enlevez tous les duplicates de la liste contract, et puis vous regardez à qui vous avez interagi, et vous allez à nouveau interroger avec des API ou des outils qui existent, dont je n'ai pas le nom, c'est côté dev que ça a été fait. Vous allez chercher qui sont ces interlocuteurs. Et là, il y a deux solutions. Soit ce sont des plateformes connues, vous avez interagi avec Curve, avec AV, avec Stake.io, soit ce sont en fait, tout simplement des IOA détenus par des gens, ou vous ne savez pas, ou des organisations sont des IOA. Et donc, si ce sont des IOA, c'est à vous de trouver à qui appartiennent ces IOA, quelles organisations, quelles personnes physiques, quels business angels. Et une fois que vous avez fait cette base de données de tierces personnes et de méthodes, en fait, vous créez vos règles. Et vous allez dire, quand vous avez telle méthode qui rencontre telle interaction avec tel contrat, en fait, c'est du dépôt de liquidité sur une plateforme. Et là, tout simplement, comptablement, on va aller chercher ce qui existe dans le monde traditionnel et on va se dire, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le monde traditionnel quand je prends la liquidité, que je la dépose et que je peux la récupérer à tout moment. Donc quelque chose de très liquide, pas un actif immobilisé sur 20 ans. Et en fait, vous prenez le schéma des comptes à terme, les comptes 508 pour ceux à qui ça va parler. Et tout simplement, vous allez créer vous-même votre propre moteur que vous allez alimenter au fur et à mesure pour ne pas avoir à traiter 12 000 TX au moment de la clôture. Et donc la première, pour moi, les bonnes pratiques, ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles, mais c'est-à-dire qu'elles sont bonnes.
c'est d'explorer, de se faire les dents et ensuite d'être rigoureux dans la durée, de se dire bon bah voilà, je vais faire tous les quarters, je vais me poser, je vais regarder ce qui s'est passé et de s'approprier. Moi, pour moi, il y a rien de pire qu'un état de dépendance à un éditeur de logiciels. Et il y a beaucoup de choses qui sont très complexes. On parlait de la réconciliation bancaire, on parlait de plein de sujets qui sont ultra complexes. On est très content qu'il y ait des logiciels qui le fassent aujourd'hui. Pour la blockchain, je me voyais mal dépenser des fortunes pour un sujet où la donnée, en fait, elle est là. Elle est publique, n'importe qui peut la prendre. Il suffit juste d'avoir les bonnes pratiques pour la récupérer en 3 clics. Et un travail qui nous a pris 1 mois à faire d'exploration, de compréhension. Si on le refait tourner pour le Q1 de 2023, c'est quelque chose qui va nous prendre l'affaire de quelques jours, tout au plus. Donc pour moi, la bonne pratique, c'est à titre perso de se perdre, de tester, de découvrir, et ensuite d'avoir une tenue assez régulière et vraiment de vouloir aller au cœur des choses pour bien comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors du coup, ça m'intéresse. Parce que pour moi, jusqu'à maintenant, l'outil parfait n'existait pas. Dans le sens où on a un outil pour la facturation, un outil pour le tagging des transactions, et j'utilise quand même Etherscan et des banques pour quand même aller voir ce que j'ai fait. Alors effectivement, ne pas procrastiner, c'est effectivement quelque chose de très bien qu'il faudrait que j'applique plus. Parce que c'est vrai que des fois, on peut faire une opération en DeFi qui va en même temps, un swap sur CoSwap, donc on signe une transaction, il ne se passe rien. Mais 5 minutes plus tard, il y a le settlement qui arrive et qui envoie directement les stablecoins sur Kraken. Alors du coup, pour retrouver la patte 1, la patte 2, etc. et puis savoir se souvenir ce que c'était, vaut mieux le faire tout de suite. Et du coup, c'est pas les bonnes pratiques, mais ce que je fais, c'est que j'utilise plusieurs outils et que aussi on a un comptable qui s'occupe après de la comptabilité. Voilà. Mais si vous avez un outil qui fait le café, chez Comet, alors effectivement, je veux bien une petite démo, si je peux gagner quelques jours de travail. Ça. Et cet outil, c'est Google Sheet. Voilà, c'est rien de plus compliqué. C'est juste beaucoup de travail de compréhension de ce qui s'est passé. Et finalement, c'est passer d'un format qui est blockchain à un format qui est comptable. Et voilà, tout simplement. C'est bon à savoir. Du coup, sans transition, on va repasser dans le monde Web 2. Du coup, on en a déjà un petit peu parlé, les relations avec les banques. Et du coup, la question, c'est quelles sont vos relations avec le monde bancaire et avec les banques? On sait que des fois, ça peut y avoir de la friction. On en a déjà un petit peu parlé. Donc, voilà, on peut revenir dessus. Donc, je vais pas pouvoir parler, vu que je suis pas en France, mais je vais dire que pour n'importe quel CFO, donc ça dépend bien sûr de votre trésorerie en crypto. Enfin, si vous avez une trésorerie en crypto, et les difficultés principalement se passent au moment du off-ramping. Donc, par exemple, je parlais au CFO de Gelato l'affaire dernière. Donc, eux, ils ont fait leur levée de fonds en crypto. Donc, ils ont principalement de l'ETH et USDC. Donc, demain, s'ils vont faire de off-ramp 1 million, donc ils vont avoir des questions de la banque et ça va pas être super simple. Donc, ouais, je vais dire, la difficulté, bien sûr, c'est si tu as une trésorerie en fiat et en crypto et tu arrives à gérer tes paiements quand tu as à le faire si tu as des gros transferts à faire en fiat ou là, tu vas pas avoir énormément de questions de la banque. Je pense que la problématique plutôt est plutôt sur ça. Et aussi, en termes de best practice générale, c'est aussi de conseiller au CFO d'avoir plusieurs banques comme backup. Donc, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec SVB. Donc, je pense que tout le monde a compris maintenant quand tu bosses dans la crypto. Donc, avoir un plan de backup avec plusieurs banques. Ouais. Et pour toi, du coup, est-ce que c'est problématique ou pas que la banque finalement pose des questions pour connaître la provenance de tes fonds? Parce qu'on pourrait se dire, si tu as fait une levée de fonds, tu as des papiers qui justifient la levée de fonds et tu envoies ça à ta banque et puis... Ouais, c'est vrai, mais des fois, lorsque tu as à faire des paiements assez urgents à passer, et s'il faut justifier à chaque fois la provenance des fonds, donc c'est un peu plus compliqué. Ouais.
du coup, pour reprendre le fil rouge de nos relations avec les banques, comme je disais tout à l'heure, nous, l'onboarding, il s'est fait sur un coup de chance. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec un code NAF édition de jeux vidéo. Il n'y avait pas blockchain, il n'y avait pas crypto. On est allé voir, enfin, à l'époque, j'étais pas encore là, mais Jérôme est allé voir la BNP la plus proche. Donc, en fait, déjà, première erreur, s'il y a des gens qui vont... chose à ne pas faire, c'est ouvrir un compte en agence quand vous êtes une boîte. Il faut absolument privilégier le centre d'affaires. Ça, c'est la première chose. Je ne comprends pas pourquoi les banques acceptent des ouvertures de comptes professionnels dans les agences, alors que 2 ans après, elles vont vous appeler pour vous dire qu'elles ne peuvent pas gérer votre levée de fonds, elles ne peuvent pas gérer votre transfert à l'étranger de 40 000 €, parce qu'en fait, ça reste une agence et que si vous étiez au centre d'affaires, c'est rien. Donc déjà, la première best practice, c'est, il l'a dit tout à l'heure, pas mentionner crypto et blockchain dans l'objet social, et surtout éviter les agences parce qu'elles vont avoir des difficultés à vous accompagner. Ensuite, quand elles comprennent effectivement ce que vous faites comme business au quotidien, bah là, forcément, elles vont faire des due diligence, elles vont faire du KYC, et c'est surtout tout ce qui est les lois anti-blanchiment et lutte contre le terrorisme. En fait, moi, très concrètement, tous mes flux entrants, je dois les justifier avec des factures. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai 2 auditeurs, j'ai l'auditeur et j'ai la banque. Et la banque me redemande le même travail que l'auditeur, sauf qu'elle a un seuil qui est très bas. Donc elle va me demander toutes mes factures de vente, en fait. Et ça, c'est pas très agréable parce que déjà qu'elle ne peut pas fournir les services pour lesquels vous la payez. Et en plus de ça, elle vous pose énormément de questions, elle vous prend plein d'énergie. Et du coup, vous vous dites, tiens, je vais aller voir une autre banque. Et du coup, vous frappez aux portes d'à côté et on vous dit, ah oui, mais bienvenue chez nous, faites le questionnaire et tout. Et en fait, je pense que... Alors ça, j'en ai une conviction assez forte, mais j'en ai pas la certitude. Je pense qu'il y a des personnes blacklistées dans le monde bancaire, puisqu'aujourd'hui, même quand je veux aller voir des banques en ligne, des néobanques ou des banques qui ne sont pas forcément en France, je passe la première étape de « je suis une société qui fait une activité, voici l'URL de mon site, etc. » Par contre, quand j'en arrive à devoir mettre le mandataire social de l'entreprise avec ses papiers et que j'en suis à cette étape-là, c'est bloquant, tout le temps. Et je me fais rec de toutes les banques. Donc voilà. Donc là-dessus, j'en ai une conviction assez forte, mais j'en ai pas la certitude. Donc la bonne pratique, c'est d'avoir plusieurs banques très tôt, des centres d'affaires. Et ensuite, si vous avez des besoins très spécifiques, par exemple, nous, sur la partie B2B, on facture en récurrent l'infrastructure informatique. Et en fait, ça, c'est du revenu récurrent. Tous les mois, on va prélever un client. Et ce qui se passe, c'est que dans le monde de la FinTech, vous avez des outils qui le font très bien, comme GoCardless, par exemple, que j'ai eu l'habitude d'utiliser par le passé, qui est vraiment bien pour ça. Quand vous allez voir GoCardless et que il est déjà trop tard, ils vont vous dire même chose. Quand vous allez remplir les différentes cases, tout se passe bien, jusqu'au moment du mandataire, ils vont dire « c'est pas possible, on veut pas de vous ». Et c'est ce que disait tout à l'heure Rémi, c'est qu'eux, ils veulent pas perdre leurs agréments, donc ils prennent pas n'importe qui. Donc la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que c'est très dur de se bancariser quand on est Web3. La best practice, c'est de le faire très tôt, et ensuite, une fois qu'ils vous ont KYCisé et qu'ils vous ont dans le pipe, c'est compliqué d'en sortir, et vous mettre dehors de manière un peu plus subtile, en étant un peu bloquant sur vos opérations de levée de fonds, en vous disant qu'ils ne veulent pas transférer de fonds à l'étranger, etc., etc. Et c'est là que du coup les cryptos deviennent un relais, puisque vous finissez par lever en crypto, vous finissez par payer vos prestataires à l'international en crypto. Après, il y a des alternatives qui existent, mais c'est un peu plus exotique. Vous avez notamment Monerium, qui est en Islande, qui est une banque qui a son stable en euros, qui est, selon leur landing page, surcollatéralisé à 107%. Et vous pouvez explorer ce genre de choses. Nous, on se pose des questions sans grande conviction. On ne sait pas encore si on va y aller, mais en tout cas, c'est le sujet qui se pose aujourd'hui, puisque la banque qui nous accompagne jusqu'à présent ne soutiendra pas notre prochaine levée de fonds, et se pose la question de comment on va accueillir les fonds, certainement en fiat et de manière hybride, de la prochaine levée de fonds. Voilà. Merci. Alors, du coup, j'ai que l'expérience associative, mais aussi je travaille dans des banques depuis 15 ans. Et en fait, je pense qu'une fois qu'on a compris que les banques, elles ont juste peur de se prendre des amendes et elles ont juste besoin de justificatifs, et voilà, ça se passe beaucoup mieux. Alors, une fois qu'on a passé l'étape de l'onboarding, alors effectivement, en tant qu'association, on nous demande le premier flux de Kraken, c'est wow, qu'est-ce qui se passe?
Mais une fois qu'on a bien expliqué, et je pense que la clé, c'est que notre banque ait bien compris ce qu'on fait et qu'on ne fait pas du financement du terrorisme ou qu'on ne vend pas de la drogue ou qu'on ne réchauffe pas le climat. Une fois qu'elle a compris ça et qu'on lui a bien expliqué, voilà, on a des factures, on fait tel type de prestations, etc. La première fois, ça grince un peu, la deuxième fois, peut-être un peu. Et après, de mon expérience personnelle, j'ai plus trop de problèmes sur les flux d'après. Après, il y a des virements. Il se trouve qu'il y a pas mal de banques où on peut rattacher les factures dans tous les virements qu'on reçoit. Du coup, la banque n'a même plus besoin de me demander et ça arrange. Il y a un accès pour mon comptable, donc du coup, tout le monde est content. Je ne procrastine pas. Je mets directement les factures sur les virements. J'attends pas que la banque vienne me bloquer mon truc pour me demander. Et du coup, ça se passe beaucoup mieux. Après, il y a l'étape de l'onboarding. Alors, effectivement, vivons heureux, vivons cachés, ça ne marche pas tout le temps parce que des fois, faut quand même dire un peu ce qu'on fait, et puis c'est la loi, quoi. Il y a quand même des solutions en France. Il y a la banque de Lubac, par exemple, qui est spécialisée dans les pays sous embargo et dans les cryptos, récemment. Après, c'est une banque qui est peut-être pas adaptée pour les toutes petites structures, et voilà. Mais on sait qu'il y a un backup quand même. Il y en a une qui le fait et qui même en fait la pub en France. Et après, il y a d'autres banques à l'étranger qui proposent des services bancaires, même pour les exchanges, pour ceux qui minent. Enfin, il y a des banques spécialisées dans les cryptos. Alors, c'est pas le Boursorama, le machin dont vous avez l'habitude, mais il y a un backup. Et puis, en général, ce que je disais au début, là je le redis, mais c'est important que votre conseiller bancaire, avant de faire l'ouverture de compte, de rentrer en contact avec quelqu'un et de lui dire, bon voilà, il y aura de la crypto dans mes revenus, je vais avoir des flux, etc. Mais je ne fais rien d'illégal, je développe des jeux vidéo, j'organise des événements, des conférences, je fais des meet-up. Voilà, qu'il ait bien compris votre métier. Et une fois que tout ça c'est bien expliqué et que c'est compris, si vous êtes en face de quelqu'un un tout petit peu ouvert, normalement, en général, pour moi, ça passe. Et après, si vous avez des problèmes avec votre banque qui n'accepte pas votre levée de fonds, etc., appelle-moi, Léo. Je connais des gens à qui j'ai fait des formations bancaires en interne dans le groupe BPCE et qui savent quelle est la démarche quand il faut ouvrir des comptes, quelles sont les bonnes pratiques et qu'est-ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Voilà. Ouais, peut-être un complément aussi, on parlait de réglementation beaucoup plus tôt, et pour faire le lien entre la réglementation et la banque, un changement d'état d'esprit, c'est que les banques aujourd'hui, elles sont encore très fermées, mais avec l'adoption de MiCA et avec le statut de PSAN qui est prévu par l'AMF, c'est quelque chose qui est au service de l'acceptation de l'écosystème par le monde bancaire. Aujourd'hui, alors c'est très lourd à avoir. Moi, typiquement, là, je suis sur les process d'enregistrement PSAN pour Comet auprès de l'AMF. C'est très lourd. Ceux qui l'ont pu le faire au tout début, c'est ceux qui avaient eu le bon feeling, parce qu'à l'époque, je ne savais pas jusqu'à dire que c'était facile, mais en tout cas, c'était plus accessible. Aujourd'hui, ils sont un peu plus rodés. Mais en tout cas, quelqu'un qui arrive avec un PSAN auprès d'une banque, les discussions, elles changent. Donc il y a aussi, parmi les bienfaits de la réglementation, mais c'est aussi l'idée de dire vous êtes hors format, on va vous formater, rentrer dans la case du PSAN. Être dans Web3, si je devais juste résumer par une image, mon métier depuis le début, c'est de mettre des carrés dans des ronds depuis que je suis chez Comet. Voilà. Et vraiment, typiquement, rentrer dans la réglementation PSAN. Après, voilà, je sais que ça va détendre les épaules de mon banquier parce qu'il saura que j'ai des process internes. PSAN, c'est pas juste dire j'ai mon nom sur la liste AMF. PSAN, pour ceux qui le feraient peut-être parmi vous ce soir, il y a quand même des enjeux de cyber, il y a quand même des enjeux de la bonne personne aux commandes de la boîte, il y a je sais plus, des enquêtes de moralité, enfin voilà, il y a tout un tas de choses à remplir. Je sais plus les termes exacts, mais l'idée c'est que si vous démontrez qu'il y a les bonnes personnes aux bons endroits et que vous êtes là pour faire des choses voilà, j'ai plus les termes, mais en bonne intelligence, en fait, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas votre PSAN, mais c'est juste tout un tas de choses à remplir, des formalités, des cases à cocher, et ça détendra un peu les épaules de votre banquier. Voilà. Et ouais, du coup, c'est bonne transition sur l'aspect réglementaire. Donc, tu en as déjà parlé. Du coup, Umar, est-ce que toi, sur comment tu appréhendes les aspects et le risque réglementaire, la continuité de l'activité, notamment face à une nouvelle réglementation française et européenne qui arrive, donc PSAN et MiCA, donc, qui va arriver dès 2025. Alors, notez que si tu es PSAN pour MiCA, tu auras, je crois, un an de plus pour te mettre en compliance.
Donc si tu veux gagner un peu de temps, effectivement, c'est pas mal de l'avoir avant que Mika sorte. Ouais, du coup. Ouais, je vais dire que pour l'heure, on suit un peu l'évolution de Mika, mais c'est difficile pour le moment de se projeter et donc de savoir exactement comment ça va, l'impact que ça va avoir sur le business. Ouais. Donc merci à tous d'être venus pour ce meet-up et il y a un petit cocktail juste après. Donc merci à tous.